Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo deuxième vidéo sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Finalement, ce que je disais dans ma précédente vidéo reste d'actualité parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. En effet, aujourd'hui nous sommes le mardi 3 juin et que nous en sommes à un point où peut-être pour la première fois l'armée risque d'intervenir dans certaines villes des États-Unis. Quand je dis l'armée, c'est l'armée des États-Unis. Ce n'est pas là les gardes nationaux. Je rappelle, les gardes nationaux, ce sont des compagnies militaires internes aux États, qui assurent la souveraineté des États, alors que l'armée américaine est une armée qui dépend de l'autorité fédérale. Donc, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Tout simplement parce que, finalement, il y a une évolution qui conforte ce que je disais dans ma précédente vidéo, c'est que si aujourd'hui il y a d'un côté la manifestation Black Lives Matter pour lutter contre les violences policières, contre le racisme dans la police et de cette peur qu'aujourd'hui ont les Afro-Américains vis-à-vis de l'autorité, entre guillemets, de l'autre vous avez des petits blancs progressistes, majoritairement pacifiques, on va dire, mais dans lesquels se sont incrémentés des antifas et des ultra-gauches qui ont évidemment fait comme ils en font en général, c'est-à-dire de la destruction, de l'agression, etc. Et malheureusement est venu s'incrémenter, comme malheureusement c'est le cas quand il s'agit de manifestations. Et ça peut-être c'est le tort justement de ceux qui ont lancé ces manifestations de ne pas avoir su organiser les choses, toute la racaille qui s'est trameutée pour finalement faire du pillage en règle, pour mettre le feu, etc. Donc finalement vous avez un chaos, on peut le dire, c'est-à-dire qu'une manifestation qui était censée mettre la pression sur l'autorité pour une fois de plus encore, essayer de résoudre ce problème qu'il y a au sein de la police, au sein de l'autorité, au sein de certaines institutions, par rapport au racisme, par rapport à la communauté afro-américaine, et bien finalement, c'est parti complètement à volo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en face d'un chaos, c'est-à-dire à la fois des manifestations qui tentent d'être, je dirais, pacifiques, avec des revendications, mais viennent s'incrémenter dessus des individus qui sont là pour faire de l'idéologie, purement et simplement. Vous avez certainement entendu que il semble que ces manifestations, que ce désordre, ce chaos qui a été instauré, avait pour mission, avait pour plan de mettre ça sur le dos de Trump. Et d'ailleurs, beaucoup de médias, même en France, font soit directement ou indirectement ce lien, que le fait que si aujourd'hui c'est le chaos dans certaines villes, c'est à cause de Trump. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux, pourquoi? Tout simplement parce que les États sont indépendants. Les États ont des gouverneurs. Les gouverneurs sont dans les villes où ça a dérapé très rapidement, sont des États pour la plupart démocrates. Certains États sont républicains, mais quasiment toutes les villes, que ce soit Atlanta, que ce soit Washington, que ce soit Chicago, que ce soit Los Angeles, que ce soit New York, que ce soit Dallas, que ce soit Miami, que ce soit Portland, que ce soit Seattle, elles sont toutes des villes avec des maires progressistes, démocrates, de gauche. Même si encore, je dis attention, mettre le terme gauche entre guillemets pour ce qui concerne les États-Unis, idéologiquement parlant. Or là, force est de constater que quand vous avez 58% des Américains qui sont d'accord pour faire intervenir l'armée pour rétablir l'ordre, quand vous avez aujourd'hui véritablement une colère, mais une colère qui est aussi au sein de la communauté afro-américaine, parce que et c'est là qu'on est véritablement dans cet aspect complètement bordélique, complètement anarchique, finalement, de ces manifestations. C'est que même des Afro-Américains ont été pillés, ont été agressés. On a même
un ancien flic reconverti dans la sécurité privée pour un centre commercial qui malheureusement s'est fait tuer. Donc vous voyez, là on n'est plus dans la revendication d'un mouvement légitime, on est dans un dérapage absolu idéologique. C'est-à-dire que pour servir une sauce, pour servir l'instrumentalisation d'une manifestation, d'une contestation légitime, eh bien ils ont complètement foutu en l'air l'objectif en y intégrant des individus qui ont complètement décrédibilisé le mouvement et sur lequel est venu s'incrémenter toute la racaille. C'est exactement le schéma que nous avons en France avec les Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, l'autorité a voulu éviter que ce mouvement puisse exister parce qu'il n'était ni structuré, ni organisé, ni contrôlé par des organismes, que ce soit des syndicats, que ce soit des associations, etc. C'était des gens comme vous et moi qui allaient dans la rue avec un gilet jaune pour contester. Et ça, c'est impossible. Donc dès le départ, les gilets jaunes ont été, non seulement les manifestations ont été interdites, mais très rapidement les gilets jaunes ils ont fait en sorte que les antifas, on a même été jusqu'à médiatiquement accuser ou d'essayer d'étiqueter les gilets jaunes comme étant des gens populistes, d'extrême droite, etc. Eh bien, la stratégie est exactement la même aux États-Unis. Sauf que malheureusement, aux États-Unis, il y a un gros souci, c'est l'hyper-conviction de faire les choses dans la justesse, dans la vérité, alors qu'en réalité, eh bien là, ça a complètement foiré. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, les démocrates sont complètement dans la merde parce que, de par le dérapage, de par l'excès que ces manifestations ont amené dans les comportements d'un certain nombre d'individus, eh bien aujourd'hui, c'est en train de faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est en train de donner des points à Donald Trump. Pourquoi ? Parce que la question essentielle, elle est là. Pourquoi ? Pourquoi, a-t-on des gens qui ont voulu essayer de récupérer, d'instrumentaliser un drame qui n'est pas le seul. Je veux dire, c'est le genre de drame qui arrive énormément aux États-Unis et qui est souvent issu, du fait qu'aujourd'hui, dans la police, à travers les États-Unis, vous avez des gens qui ne devraient pas avoir un uniforme parce qu'ils n'en ont pas les profils psychologiques, parce qu'ils n'en ont pas les personnalités, ou encore pire, des gens qui ont déjà eu des problèmes de discipline, de sang-froid, d'agressivité, de violence, et parce que dans l'administration, parce que dans la technocratie, parce qu'il y a des conflits d'intérêts individuels qui fait qu'on ne vire pas un certain nombre d'individus, parce que c'est le cousin du frère, du machin, etc., parce qu'il y a le sentiment d'unité dans les polices, et puis exactement comme en France avec les policiers des BAC ou des forces de maintien de l'ordre qui ont été identifiés comme ayant parfois fait de l'excès de zèle, de l'abus de pouvoir lors des manifestations des Gilets jaunes, et qui n'ont absolument eu aucune sanction. Et bien aux États-Unis, c'est pareil. C'est que vous avez l'intérêt politique qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que si un maire ou un shérif décide de virer tous les flics qui ont fait des abus de pouvoir, etc., les mecs, ils sont morts. C'est-à-dire que le shérif, il va se faire éjecter, et le maire va se faire éjecter. La police, c'est un rempart aussi pour eux. La police, aujourd'hui, c'est le rempart du système. Un système, et là, ça rejoint ce que je disais dans ma précédente vidéo, c'est que le danger qu'il y a aussi aux États-Unis, c'est que la manifestation Black Lives Matter vient s'incrémenter des revendications, des expressions de colère, de ras-le-bol envers le système. Et d'ailleurs, à Washington, on a déjà eu, je crois que c'est hier ou avant-hier, on a des associations de personnel de santé qui sont venus soutenir les manifestants. C'est-à-dire que là, vous commencez à voir des entités sociales économiques qui commencent à rejoindre le mouvement Black Lives Matter parce que
Parce que voilà, parce qu'il y a un ras-le-bol. Parce que des gens aux États-Unis sont en train de voir leur pays s'enfoncer. Sur différentes raisons, sur différents points de vue. Et le danger aussi, c'est que la racaille qui devient incontrôlable finisse par arriver dans certains quartiers, ou dans ces quartiers, dans certains États, dans certaines villes, les gens sont armés. Vous avez vu des vidéos certainement de ces gens qui sont surarmés, même à la limite, je dirais. Donc à partir de là, vous êtes en face d'une situation qui est explosive. Et là, la responsabilité de Trump, c'est de faire en sorte, un, de protéger les institutions, deux, de marcher sur des œufs, on va dire, mais tout en sachant que derrière lui, il a au moins, sans mentir, sans parler de partisanisme, pro, anti-Trump, etc., il sait que là, aujourd'hui, il a les 2/3 des Américains derrière lui. Parce que les Américains ne tolèrent pas que, par des mouvements de contestation, on finisse par piller, détruire, incendier et tuer. Et quand les Américains aujourd'hui ont peur d'avoir un effet boomerang, c'est-à-dire du fait que tous ces actes de délinquance délictueux, criminels, finissent par se retourner par amalgame sur la communauté afro-américaine, oui, en effet, c'est un risque. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est ridicule. Oui, malheureusement, aux États-Unis, vous avez des populations, c'est un peu ça. Hein, c'est comme certains Américains qui, parce que, à cause des événements du 11 septembre, dès qu'ils voyaient quelqu'un qui avait un faciès un peu arabe, tout de suite, c'était un islamique. Malheureusement. Mais en France, on a les mêmes. Hein, c'est pas une exception américaine. En France aussi, vous avez des gens qui font rapidement des amalgames. Regardez en France le nombre d'Asiatiques, par exemple, qui ont été attaqués à cause du Covid-19. Souvenez-vous de ces façades de restaurants chinois ou asiatiques qui ont été taguées parce que le Covid venait de Chine. Il y en a, ils ne sont pas finis, hein, de toute façon. Hein. Là, c'est des bas de plafond. Hein. Et là, je pense qu'on est vraiment... juste pour l'anecdote, c'est que c'est quand même énorme et formidable de se rendre compte que tous les auteurs de science-fiction qui ont raconté des histoires sur des sociétés dystopiques, totalitaires, etc., dont le plus connu est évidemment George Orwell avec 1984, mais finalement, aujourd'hui, il y a une image d'ailleurs qui circule sur Internet qui dit que 1984 de George Orwell était un roman et non pas un manuel à mettre en application, et ajoutant même que Idiocratie est à l'origine une comédie et non pas un modèle de société. C'est pour dire que ce qui était considéré comme de l'anticipation, de la science-fiction, aujourd'hui prend toute une valeur symbolique parce qu'on trouve des éléments alors qui ne correspondent pas à ces histoires, qui ne correspondent pas à ces contextes fictifs, mais on se rend compte que ça en prend le chemin. Et là, danger, évidemment. Et donc, je reviens à ces incrémentations de gens qui voient en Black Lives Matter un mouvement qui peut aussi servir de canalisateur d'une colère d'une grande partie de la société américaine contre le système. Le système, c'est évidemment le système capitaliste, c'est le système ultralibéral, c'est Wall Street, c'est les banques, c'est les consortiums, c'est les corporatismes, c'est la mondialisation, c'est tout ça. Or, et c'est là qu'on en revient au gros problème qui va se poser en novembre, c'est que les démocrates, qui ont toujours gardé plutôt moins une sorte de réputation d'image de gauche, sociale, démocrate, défendant l'opprimé, etc., qui ont toujours été du côté d'ailleurs de la justice, contre les discriminations, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, après les 8 ans d'Obama, ont compris que les démocrates, c'était une façade. Qu'en réalité, les États-Unis aujourd'hui ne donnent pas le choix entre soit avoir un président républicain, conservateur, et donc ultralibéral, mais ultralibéral, nationaliste est peut-être un bien grand mot, mais qui donne un petit peu le champ,
le champ politique, on va dire, des conservateurs, d'une manière générale, hein, parce qu'après, dans les conservateurs, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, vous avez différents courants, vous avez des courants modérés, vous avez des courants radicaux, etc. Donc, le Tea Party, par exemple, fait partie de ces courants très ultra radicaux, avec des aspects religieux, etc., mais qui restent dans l'intérêt de l'Amérique. Alors que les démocrates sont des mondialistes. Les démocrates ont montré par leur politique, que ce soit Bill Clinton ou Obama, qu'ils sont des mondialistes, qui n'ont pas hésité par ces politiques mondialistes, toujours aussi dans l'intérêt du contrôle et de la suprématie, de l'hégémonie américaine, mais eux, c'est l'extérieur. Hein, républicain intérieur, démocrate extérieur. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, sous l'époque Bush, avec la guerre en Irak, etc., c'était de l'hégémonie américaine sur l'extérieur. Non, parce que ce qui s'est passé avec l'Irak et l'Afghanistan, c'est de la mainmise sur des ressources énergétiques. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'excuse d'installer des démocraties, ce qui a été un échec total d'ailleurs. Ils n'en ont rien à foutre de l'Irak, ils n'en ont rien à foutre de l'Afghanistan. Ils n'ont pas fait de colonialisme, ils n'ont pas fait d'hégémonie démocratique. Ils ont installé des démocraties, puis ils ont dit, bon ben voilà, maintenant démerdez-vous, etc. Ce qui d'ailleurs est considérablement reproché par les Israéliens, parce que tout d'un coup, lorsqu'il y a eu les élections en Irak, c'est un parti consonant chiite qui a pris le pouvoir. Si vous connaissez un petit peu la géopolitique du Moyen-Orient, vous comprendrez que les Israéliens n'ont pas été très très contents de l'avoir vu les Américains laisser en effet un processus démocratique fonctionner de ce fait aux États-Unis. Alors ça je ne dis pas que les Américains n'ont pas des leviers sur ces pays-là, ils en ont gardé. Mais ces guerres en Moyen-Orient étaient des guerres sur les matières premières. C'était des guerres pour la possession de ressources économiques, ni plus ni moins. Les Américains ne font pas du colonialisme, les Américains ils font de l'affluence. Ils font de l'influence pour avoir du levier. Mais ils n'ont pas les intentions d'envahir des pays et de conquérir des pays. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur problème. Mais par contre, il faut qu'il y ait un phénomène de soumission des pays, d'eux-mêmes. Vous voyez la nuance. Donc là, en effet, que ce soit les républicains ou les démocrates, ils sont parfaitement dans cette logique-là. À ceci près, c'est que les démocrates, eux, ce qu'ils veulent, par contre, c'est la soumission totale. C'est-à-dire, limite, placer leur pion à la tête des pays. Vous voyez la nuance entre idéologie et économie. C'est-à-dire que les républicains sont beaucoup plus sur la domination et l'hégémonie économique, alors que les démocrates, eux, sont pour l'hégémonie et le contrôle idéologique et politique, avec derrière le jackpot, évidemment, économique. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'Américains qui ne l'ont pas compris. Contrairement à beaucoup d'Afro-Américains, qui sont quand même tapés 8 ans d'Obama, qui avaient beaucoup d'espoir en Obama, ne serait-ce que pour résoudre justement ces problèmes d'insécurité vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis du racisme, etc., et qui, au final, il y a eu des petites lois, oui, mais ni plus ni moins. Même la communauté gay, qui a quand même réussi à décrocher la reconnaissance du mariage homosexuel à l'échelle fédérale, s'est rendu compte que ça ne change en rien l'autorité et la souveraineté des États d'appliquer ou pas, d'accepter ou pas le mariage homosexuel. J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc vous voyez, le problème il est là, c'est que les Américains, suivant leurs idéologies d'ailleurs, suivant leur positionnement politique, se sont rendus compte qu'aujourd'hui on est arrivé au bout du bout. Je dirais même pire, c'est qu'aujourd'hui vous risquez d'avoir des républicains modérés rejoindre des démocrates, idéologiquement parlant, pour aller contre le système. Et ça, évidemment, le système de contrôle de l'autorité américaine ne veut pas voir ça. D'où cet impératif de mettre un terme à ces manifestations. Parce que si ces manifestations continuent,
il va y avoir un moment où forcément, au sein des manifestations, ça va commencer à s'organiser. Ça va commencer à faire en sorte d'éliminer, d'éradiquer, de mettre à l'écart tout ce qui est racaille, tout ce qui est pilleur, casseur, etc. Et reconsolider là un noyau qui lui aussi va avoir aussi l'intérêt de s'extraire des récupérations politiques des démocrates. Et là, c'est fini. Très sincèrement, à l'heure actuelle, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'ils vont tout simplement amener l'armée et puis dire bon, maintenant c'est fini, tout le monde rentre chez soi, couvre-feu pendant une semaine, et puis même à la limite en arriver à du tir à vue. Hein. Parce que là, il y a quand même des morts. Hein. Je veux dire, comme je vous dis, il y a un ancien officier qui a été tué, vous avez un jeune propriétaire d'un commerce qui a voulu protéger son commerce, qui s'est fait lyncher, qui est décédé, je crois, 2-3 jours après. Enfin, voilà, c'est-à-dire que le mouvement, si vous voulez, il va y avoir un moment donné, il va y avoir une fracture. C'est que la fracture, c'est que d'un côté, vous allez avoir le citoyen, le patriote, conscient, qui commence à prendre conscience, etc., et qui va se retrouver en face d'une contrariété, c'est d'accepter l'idée qu'au sein de chacune des corporations, au sein de chacune des communautés, etc., il y a du bien et du mal. Et qu'au sein de la communauté black, oui, vous avez des Afro-Américains qui ont une légitimité de réclamer des progrès, des évolutions dans la considération de leur communauté, de leur personne, en tant que genre de couleur, mais qui en face se retrouvent en face de racailles qui sont issus de leur communauté. Et c'est exactement le même problème qu'on a en France. Hein, c'est-à-dire qu'en France, les médias, les politiques, etc., vous chantent le pas d'amalgame, etc., mais au final, ne veulent pas qu'on fasse la différenciation entre les gens issus de l'immigration, maghrébins, arabes, noirs, africains, qui sont parfaitement insérés dans la société, qui sont des gens modérés, qui n'ont rien à voir avec l'islam radical, qui n'ont rien à voir avec les revendications raciales, etc., et toutes les manipulations raciales qu'il y a. Et puis de l'autre, vous avez, vous avez la racaille. La racaille, la délinquance, la criminalité, etc. Et ça, on sent bien qu'on veut éviter que les gens fassent cette distanciation, cette séparation. C'est-à-dire ne plus considérer des Afro-Américains en train d'agresser, en train de tuer, en train de piller, comme étant représentants de la communauté afro-américaine. Non, ce sont des criminels, point. C'est-à-dire aujourd'hui, il commence, c'est très très léger, mais ça commence à venir, de déracialiser finalement le délit. Ça ne retire en rien le fait que George Floyd est mort sous le genou d'un flic. Même si des gens essaient de dire oui, mais quand même, c'était pas un ange, c'est quelqu'un qui a été déjà condamné, qui avait une vie assez dissolue, etc. Oui, peut-être, mais ça ne justifie pas l'action du policier sur cet individu-là. Le policier, c'est un policier qui est censé faire le maintien de l'ordre et assurer la sécurité des citoyens. C'est pas un juge et c'est pas un bourreau. Donc la faute, elle est... Voilà, c'est comme en France, c'est pareil. Si un maghrébin, si un noir, si un blanc a déjà un casier judiciaire large comme ça, s'il est interpellé, ça ne justifie pas la violence policière. La procédure policière doit dépendre du contexte, doit dépendre de la proportionnalité qu'on se doit d'avoir à l'encontre d'un individu selon son comportement. Si un individu n'oppose pas de résistance particulière, il n'y a pas de raison à pratiquer ce genre de choses comme le Chauvin l'a fait sur Floyd. Et je voudrais juste aussi faire une petite parenthèse là-dessus. Faites très attention à certaines vidéos qui circulent sur Internet parce que vous avez des gens qui filment des fois des arrestations assez lourdes de violence et de brutalité. Mais c'est coupé. Je me suis un petit peu engueulé avec un Américain parce qu'il avait montré sur Twitter une vidéo d'une femme qui était au sol avec un flic qui, c'était assez violent. Et en plus, la femme, apparemment, est mal tombée sur le visage et elle saignait assez abondamment.
Et je leur ai dit, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et je leur dis, vous savez, ok, mais attention, ce genre de vidéos-là, surtout aux États-Unis, c'est des vidéos qui vont justement aller chercher l'émotionnel. C'est-à-dire que quand vous regardez cette vidéo-là, votre émotionnel vous submerge. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes dans votre instinct humaniste de dire non, c'est dégueulasse que des policiers fassent ça à une femme. Oui, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Ça se trouve peut-être que la femme avait un couteau. Peut-être qu'elle avait une arme dans un sac ou un truc comme ça. Donc là, dans ce cas-là, les policiers rentrent dans un processus de sécurisation de la situation, sécurisation de leur propre personne, qui passe par la neutralisation de l'individu. Et vous savez que on vous explique, oui, mais la théorie, non, oui, mais la théorie c'est bien, mais en pratique, quand vous êtes dans l'instant, quand vous êtes dans le stress, quand vous êtes dans la pression, etc., c'est jamais facile d'appliquer scrupuleusement ce qu'on vous apprend sur la mesure, la proportion, etc. Et bien la personne a commencé à monter sur ses grands chevaux, en disant oui, donc ça veut dire que tu légitimes. Je ne légitime rien, je dis simplement c'est qu'il faut comprendre le contexte. Or là, cette vidéo, on n'a pas le début de la vidéo, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc en fait, on juge tout de suite une violence policière sans connaître ce qui s'est passé avant, sans apprécier si cette violence policière n'est pas une violence policière, mais une méthode de neutralisation d'un individu qui pouvait éventuellement être dangereux pour les policiers comme dangereux pour elle-même. Et malheureusement, il y a des fois, ça dérape, et puis la personne tombe mal, tombe sur le visage, se pète le nez, se met à saigner, etc. Donc, surtout le sang. Le sang, c'est toujours assez... ça rajoute un échelon supplémentaire dans l'émotionnel des gens. Donc, contrairement à l'affaire de Floyd, où on a des vidéos qui montrent ce qui s'est passé dès le départ, et dès le départ, on n'a pas l'impression que Floyd formule ou exprime une résistance violente, quoique on n'a peut-être pas tout le cheminement aussi. Mais l'autorité, de toute façon, elle a décidé très rapidement de suspendre les 4 policiers qui étaient présents et d'inculper Chauvin pour meurtre, puisque dans ce cas-là, si cette procédure est lancée, elle peut être lancée du fait que pour essayer d'adoucir un peu les mœurs, etc. Mais le fait est certainement que, oui, il y a la preuve flagrante que Chauvin a fait preuve d'une violence non justifiée, abus de pouvoir, ce qui était déjà d'ailleurs le fait de certaines plaintes à son sujet. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour bien refixer les choses, qu'il faut faire très attention, que les vidéos qui sont mises, surtout des vidéos qui sont mises par des gens qui sont filmés ça avec leur appareil photo, il est évident qu'il y a certaines situations, certains événements, certains phénomènes que justement ceux qui filment essaient de couper parce que ça justifierait peut-être, ça inverserait la perception de la vidéo. Hein, c'est de la manipulation, hein, c'est du contrôle, contrôle mental des esprits en diffusant des images, en montrant ce qu'on veut bien montrer, mais en évitant de montrer le reste. Comme je l'ai expliqué sur cet exemple, c'est qu'on peut très bien vous montrer une vidéo d'un homme qui se fait tirer dessus, et donc on va dire, regardez, voilà encore un type qui s'est fait tuer par la police. Oui, sauf que le problème, c'est que l'individu, si il se carapate avec un couteau, et que vous voyez pas le couteau, et que la personne qui met la vidéo, justement, ne dit pas que la personne avait un couteau, que la personne avait un flingue sur lui, etc. Enfin voilà, je veux dire, faut bien prendre conscience que faire de la sécurité, faire de l'ordre public, c'est un métier extrêmement difficile parce que vous êtes confronté à des comportements où vous ne pouvez pas vous permettre de jouer l'humain, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer le social, parce que c'est votre sécurité avant tout. Des flics qui sont trop humanistes, des flics qui sont trop sociales, il y en a, ils font très bien leur boulot finalement, mais ils prennent un gros risque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des flics qui se font tuer, parce que les mecs ont eu peut-être trop confiance d'essayer d'adoucir la situation pour essayer de calmer la personne, sauf que la personne, elle a fini par prendre le flingue et tirer sur le flic, et le flic est mort. Ça aussi, ça arrive aux États-Unis. Mais ça, évidemment, ça fait pas la une des médias. Ça fait la une des médias locaux, parce qu'il y a aussi le culte du policier au service de la communauté, au service du citoyen, etc. Donc oui, ça fait un petit peu la gloire
glorifie un peu l'individu lorsque malheureusement il meurt sous les balles d'un criminel, mais voilà, alors c'est encore plus vrai maintenant avec Internet où il y a une foison d'images, une foison, c'est-à-dire qu'on boit énormément d'images et de vidéos qui, sans s'en rendre compte, alimentent notre susceptibilité, alimentent notre sensibilité émotionnelle, et au bout d'un moment finit par nous faire perdre raison, de nous faire perdre le bon sens, d'analyser, de comprendre, de se poser les bonnes questions aussi sur certaines images, sur certaines vidéos. Je vais vous donner un exemple, peut-être que vous avez déjà vu cette vidéo qui a fait le buzz de cet Afro-Américain qui se fait interpeller et arrêter par des policiers, et au bout d'un moment un des policiers prend sa wallet, prend son portefeuille, ouvre le portefeuille, et tout d'un coup les gens disent ouais c'est la mauvaise personne. Alors la mauvaise personne, il y a actuellement des polémiques parce que les gens qui ont mis cette vidéo ont dit que la personne était en fait une personne du FBI. Donc évidemment, oui, là, FBI, les flics, hop, ils se déconfitent complètement. D'autres disent apparemment que parce que les flics cherchaient une personne qui lui ressemblait, ont cru que c'était lui, ont voulu l'arrêter, mais la personne a essayé de faire prendre conscience aux policiers que avant de l'arrêter, qu'il vérifie son identité, le mec lui tend la perche quand même d'exécuter, de faire son job finalement. Or le flic, oui, il est dans cette position de flic que malheureusement, sur lequel il faut lutter justement. C'est l'abus de pouvoir. C'est parce qu'il a un pouvoir, il a une autorité, il use de façon excessive de cette autorité pour essayer de soumettre le citoyen à ses ordres. Sauf que le citoyen, parfois, lui, il a des droits, il fait valoir ses droits. Or, il y a des flics, parfois, qui ne supportent pas de se faire rappeler à l'ordre dans leur fonction, dans leurs prérogatives, et qui interpellent et arrêtent des gens de façon délibérée, de façon arbitraire. Or là, cet Afro-Américain s'est défendu, et puis, au final, les flics sont un petit peu dans la merde. Qu'on dise que la théorie qui recherchait quelqu'un, que c'était pas la bonne personne, etc. Quand on voit le comportement du black qui en rajoute, qui limite les insultes, parce qu'ils font pas leur boulot correctement. Je sais pas si le fait qu'il soit peut-être quelqu'un avec une fonction assez importante dans l'administration, dans l'autorité américaine, etc. Le fait est, c'est que quand on voit les flics, ils chient vraiment dans leur froc. Donc peut-être qu'il n'est pas du FBI, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans cette séquence. Donc voilà, là aujourd'hui, on est en face d'une situation où là on est passé à une étape suivante, on est passé à un échelon supérieur dans une contestation qui, à l'origine, aurait dû rester une contestation comme elles l'ont été par le passé, c'est-à-dire qu'on a laissé une soupape de sécurité finalement se libérer la vapeur pendant quelques jours, et puis après, hop, on remet le couvercle, si vous voulez. Là, le problème, c'est que ils ont essayé de remettre le couvercle, mais ça ne marche pas, ils n'y arrivent pas, il y a trop de pression. Il y a trop de pression. Il y a trop de manipulations derrière qui ont complètement foiré, et je le dis ouvertement, très clairement, les démocrates étaient à la manœuvre sur cette manifestation-là. On le voit par l'intervention d'artistes, on le voit par le support de certains médias, les GAFA par exemple, qui soutiennent le Lives Matter, alors que soutenir le Lives Matter est une chose, mais prendre conscience que c'est arrivé à un niveau au-delà du Lives Matter, là, on sent que oui, on est sur une corde raide et qu'on ne sait pas trop comment ils vont gérer la chose pour reprendre le contrôle. Parce que là, franchement, reprendre le contrôle, ça va être compliqué. Parce que si jamais ils reprennent le contrôle par la force, pas bon. En sachant aussi une chose très importante qu'il faut prendre conscience, c'est que ce que vous voyez dans les rues des États-Unis aujourd'hui, vous avez en effet des Afro-Américains, majoritairement qui sont des Afro-Américains pacifiques, qui sont là pour essayer, et d'ailleurs dans certaines villes, petites villes moyennes, etc., les manifestations se sont très très bien passées, et ont même
eu, je dirais, le soutien et la solidarité des policiers. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur des policiers qui mettent le genou à terre par symbole, on va dire, et pas par soumission, par symbole, hein, en référence évidemment à ce que ces footballeurs américains avaient fait il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Mais dans les grandes villes, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que dans les grandes villes, c'est là que vous avez des mouvements ultra-gauche, des mouvements antifa, des mouvements, je dirais, bourgeois, gauchos, ultra-gauche, qui sont dans une forme de haine aussi. Hein. Faut les voir, hein, des fois dans des manifestations. C'est des bulldogs, quoi. Et malheureusement, ce qui est encore pire, c'est quand vous avez un prétendant au trône qui s'appelle Joe Biden et commence à donner le discours que si vous êtes un Afro-Américain, que vous votez Donald Trump, alors vous n'êtes pas un Afro-Américain. C'est-à-dire que là, Biden fait la démonstration idéologique. Alors j'attire bien votre attention là-dessus, il fait la démonstration idéologique que les démocrates ont l'intention de faire de la racialisation idéologique. La racialisation idéologique, c'est quoi? C'est que si vous êtes black, vous êtes forcément démocrate. Vous devez obligatoirement voter pour le camp du bien. C'est-à-dire que là, on refuse la liberté d'opinion, la liberté de choix, la liberté d'avoir ses idées, la liberté de voter pour qui on veut. C'est-à-dire vous êtes afro-américain, le message du président, du candidat, démocrate, c'est de dire aux Afro-Américains, si vous votez Trump, si vous votez républicain, pour les maires, pour les gouverneurs, vous n'êtes pas des Afro-Américains. Vous imaginez la folie du gars? C'est bien la démonstration que le système qui a réussi à mettre, je dirais, une sorte de chape de plomb, de soumission sur le peuple américain, ça fait déjà depuis quelques années de toute façon qu'il se fissure. Or là, il est en train de s'effondrer, littéralement. C'est-à-dire que là, les leviers qu'avait le système, l'État profond, sur le peuple américain, sont en train de péter les uns après les autres. Et comme je vous dis, ça c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça peut finir par une répression violente pour faire peur. C'est-à-dire réinstaurer l'ordre par la terreur. Ça vous dit quelque chose, ça? Réinstaurer l'ordre par la terreur. C'est bizarre, j'ai l'impression que dans l'histoire française, on a connu ce genre de situation. Rappelez-moi déjà. Rétablir l'ordre par la terreur. Ça serait pas la Révolution française? Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter maintenant pour cette vidéo? Les chiffres. Oui, bien sûr, on entend souvent des chiffres depuis quelque temps pour essayer de dire oui, mais vous rendez-vous compte que de toute façon, aujourd'hui, quand vous avez des gens qui disent que les blacks se font massacrer par les blancs, non, c'est faux. Je vous mettrai en lien le site du FBI, qui est un site, c'est une partie du site du FBI avec un tas de statistiques qui sont très très complètes, parce que l'avantage qu'il y a aux États-Unis, c'est qu'on fait de la statistique aussi raciale. Et vous verrez ce tableau avec les chiffres, ils sont tout à fait, c'est des chiffres officiels, hein, et des chiffres officiels qui ne prennent pas en compte, par contre, les crimes qui sont commis par des gens dont on n'identifie pas l'origine. Donc là, ce sont des chiffres qui font donc le comparatif des meurtres interraciaux, c'est-à-dire des meurtres des blancs contre les blancs contre les noirs contre les blancs, les noirs contre les noirs, et aussi avec les hispaniques, latinos, les non-hispaniques, non-latinos, autres, etc. Si vous regardez le document et que vous ne comprenez pas trop ce que veut dire non-hispanique, non-latino, c'est en fait que dans certains tableaux, on ne fait pas le détail par toutes les races. C'est-à-dire que dans ce on prend en considération en fait les ethnies majoritaires aux États-Unis, donc c'est-à-dire les blancs, les afro-américains et les hispaniques et latinos. Et puis, selon le type de données, etc., on peut différencier aussi les asiatiques, les
ouest asiatiques, etc. Mais quand on dit non hispanique, non latino, eh bien c'est tout le reste finalement, c'est-à-dire indien, pakistanais, asiatique, c'est-à-dire tout ce qui est thaïlandais, cambodgien, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Et je crois que c'est à peu près tout, vu que, oui, en effet, la proportion aujourd'hui d'Indiens aux États-Unis devient assez importante. Pas très nombreuse, mais importante, et non négligeable à ce point de vue. Et en ce qui concerne les autres, en catégorie, eh bien les autres, c'est tout simplement les natifs. Les natifs à la fois amérindiens, ce qu'on appelle chez nous les Amérindiens, les natifs issus des îles Pacifiques, je crois aussi donc les Asiatiques, non pas les Asiatiques, si les Asiatiques, ou les Asiatiques issus, les Asiatiques, enfin Asiatiques considérés, Asiatiques mais considérés natives, enfin, ce qui considère les autres, c'est majoritairement tout ce qui est natif, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est issu des peuples indiens d'origine sur l'ensemble des territoires, comptoirs et influences américaines. Donc, si vous regardez ce tableau, ben, vous avez là les chiffres. Hein, c'est-à-dire que très globalement, si je peux vous donner une information supplémentaire, si vous rapportez ça par rapport à la population américaine est estimée à 330 millions, 328 millions, mais voilà, c'est à peu de choses près. Vous allez me dire, oui, mais c'est quand même 2 millions. Bon, allez, on prend 328 millions pour vous faire plaisir. 328 millions, il faut savoir que les Blancs représentent 76% de la population américaine, les Noirs représentent 14%. En chiffres, ça fait 250 millions 300 000 blancs pour 48 200, je crois, 48 millions 200 000 afro-américains. Donc si vous comprenez, si vous vous rappelez de ces deux chiffres, vous comparez les chiffres que vous verrez sur ce tableau et vous vous rendrez compte que, oui, la criminalité interraciale, mais interne raciale, c'est-à-dire les meurtres, de noir sur noir sont proportionnellement à la population, parce que ça c'est le problème aussi, c'est qu'ils vous présentent des chiffres mais ils vous font pas la comparaison par rapport, c'est-à-dire que le problème, si vous voulez, quand ils vous présentent comme Zemmour par exemple, quand il parle de 80%, le problème c'est que ces 80%, ça veut rien dire, c'est par rapport à quoi, par rapport à quel chiffre, par rapport à quelle notion, par rapport à quel repère. Ben, le repère c'est la proportion, c'est-à-dire que si vous voulez un pourcentage, je peux vous en donner un parce que j'en ai fait un qui est assez significatif. C'est que si on compare la proportion de meurtres internes raciales sur les Afro-Américains, le pourcentage d'Afro-Américains qui se tuent entre eux, c'est 0,017% par rapport à la population totale américaine. Et chez les Blancs, c'est 0,0020% par rapport à la proportion de population. Parce que quand vous allez voir les chiffres du nombre de tués, c'est 2006-2007 morts pour les blancs contre les blancs et noirs contre les noirs. Je crois me souvenir sans mentir que les blancs contre les noirs c'est 418 et que les noirs contre les blancs, c'est 514 morts. Pour l'année 2019, j'ai oublié de préciser. Donc voilà, on est sur des chiffres, vous voyez, qui ne sont pas révélateurs, qui ne sont pas significatifs en rapport, je rappelle toujours, par rapport au nombre de populations aux États-Unis. On est, je dirais, sur un miroir qui est le reflet des conditions, de la situation sociale au sein de chacune des communautés. Donc c'est pas révélateur d'un problème racial. C'est-à-dire qu'en effet, on a un taux de criminalité qui est beaucoup plus important au sein même de la communauté noire américaine
pour des raisons diverses, et souvent d'ailleurs des conflits relationnels, conflits familiales, sur lesquels vous ajoutez les problèmes d'alcool et de drogue, mais qui sont intrinsèques finalement à beaucoup de communautés qui sont soumis à la fois à des conditions de précarité, de pauvreté, d'amoindrissement intellectuel, etc. Donc voilà, je veux dire, il y a des facteurs sociaux qui rentrent en ligne de compte et qui ne sont pas la spécificité des Afro-Américains, qui peut l'être considérée par rapport à la société américaine, mais à l'échelle mondiale, dans toutes les sociétés, on retrouve exactement les mêmes causes, la même situation. Et pour vous donner un exemple très flagrant, c'est que même au sein de la communauté afro-américaine, vous avez des Afro-Américains qui détestent des Afro-Américains qui ont réussi. C'est-à-dire qu'il y a la jalousie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement le même sentiment qu'on rencontre chez les Blancs. C'est-à-dire chez les Blancs, vous avez aujourd'hui des Blancs qui sont jaloux de la réussite de leurs propres congénères. Hein? Donc, vous voyez, c'est pas... Donc, mais le problème, c'est qu'encore une fois de plus, on est en face, et ça, il faut que vous le compreniez bien, on est en face d'une manipulation idéologique qui se sert de la racialisation pour diviser les peuples. D'accord? Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a un système économique ultralibéral mondialiste qui est en train de se fissurer de partout. Et que le seul moyen qu'ils ont de préserver ce système, c'est diviser les peuples pour éviter qu'il y ait justement une communion des peuples, une communion au sein des peuples contre cette mondialisation, c'est ce que je pourrais appeler les maîtres du monde, disons-le carrément. Et ils iront même très très loin. Et là, vu que leur système est en train de subir les contre-coups des contraintes qu'ils ont à vouloir respecter des principes démocratiques, etc., donc il faut faire sauter les marqueurs, il faut faire sauter les bouchons, il faut faire sauter les contraintes pour qu'ils puissent continuer à faire vivre, à faire survivre leur système. Et ça implique quoi? Ça implique de mettre les peuples sous cloche. Mettre les peuples sous cloche, c'est le Covid avec des mesures d'urgence sanitaire qui vont finir par aboutir à une constitutionnalisation de la raison d'état de la sécurité sanitaire des peuples. Donc restriction de certains principes, de certaines valeurs, de certaines lois, de certaines libertés fondamentales. D'accord? Ce qui va arriver en France. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. Aux États-Unis, il y a certaines libertés fondamentales qui ne sont pas supprimées, mais qui sont mises sous contrôle, sous appréciation, par ce qu'on appelle le Patriot Act, par exemple. C'est-à-dire vos libertés fondamentales sont respectées à condition que vous n'alliez pas dans des zones dans lesquelles on vous interdit d'aller. Que vous auriez parfaitement la liberté, par acquis de conscience, par liberté d'expression et d'opinion, d'aller, mais vous savez, c'est un peu l'histoire corse. Vous connaissez cette histoire qui dit que peut-on rire des Corses? Oui, on peut rire des Corses, mais il ne faut pas le faire. Aux États-Unis, le système, depuis les événements du 11 septembre 2001, a instauré ce principe. Vous avez la liberté de le faire, mais il ne faut pas le faire. Sinon, vous recevez les foudres d'un système et d'une machine administrative, bureaucratique, juridique, qui même si au bout dira non, tout compte fait, on ne peut rien vous reprocher, oui, sauf que tout le processus, ça vous a déjà foutu votre vie en l'air. Parce que le système vous aura déjà de toute façon détruit votre vie de famille, vous aurez perdu votre boulot, vous aurez perdu votre maison, enfin, vous perdez tout. Donc votre vie est détruite. Votre vie est détruite parce que pendant un laps de temps, vous aurez été soumis au système, mis peut-être en prison préventivement parce que peut-être vous avez des activités terroristes, etc. C'est ce qui s'est passé avec un certain nombre d'Américains en 2001. C'est-à-dire que quand le Patriot Act a été mis en place, vous avez des Américains qui ont commencé à balancer leurs compatriotes parce qu'ils ne pouvaient pas les blairer. Donc voilà, on risque d'en arriver à ce genre de procédé. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'en referai peut-être certainement une parce que les choses vont continuer à évoluer.
surtout en ce moment, en plus de ça, comprenez bien qu'ils vont essayer de transférer, d'exporter le mouvement en Europe, y compris en France. On a vu ce qui s'est passé avec les manifestations pour Traoré, alors que cette famille a quand même un pédigré judiciaire non négligeable, mais ça n'a pas empêché de laisser organiser une manifestation qui était considérée interdite. Mais voilà, je ne veux pas revenir sur ce sujet-là, parce que de toute façon, je pense que là, on arrive à un point où ce sont des conflits d'intérêts idéologiques et politiques qui sont en train de rentrer en ligne de compte. D'ici là, on se retrouve pour une autre vidéo très prochainement pour voir un peu comment les choses évoluent aux États-Unis. Je ne peux que vous conseiller de faire attention, de ne pas tomber dans les panneaux des manipulations idéologiques, politiques, émotionnelles, parce que ça, l'émotionnel, malheureusement, en France, ça commence à se ressentir de façon très flagrante. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.